Jacques Chirac et Alain Juppé appellent à combattre la morosité ambiante, mais lors d'un séminaire gouvernemental, Alain Juppé n'a pas caché que l'évolution de l'emploi allait rester difficile. À Stockholm, les délégués de 126 pays ont adopté un programme d'action contre l'exploitation sexuelle des enfants. En Belgique, les fouilles entreprises dans les maisons de Marc Dutroux sont restées vaines pour l'instant. L'affaire des sans-papiers, un nouveau charter a décollé en fin d'après-midi. Manifestation de soutien en fin d'après-midi également à Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, cette scène de la vie quotidienne qui illustre assez bien le climat de morosité actuel. Cela se passe dans le Lot-et-Garonne, où le bétail et le matériel d'une exploitation agricole mise en faillite ont été mises aux enchères. Dans une ambiance, vous allez le constater avec ce reportage de François Duprat et Philippe Dumail, dans une ambiance plutôt lourde, pour ne pas dire tendue. Est-ce qu'il y a un preneur? Oui. Il y a un preneur, 5 000. 10 000. 6 000 à droite. 9 000, 3 fois adjugé à monsieur. Un tracteur bradé pour 9 000 francs. Le propriétaire de cette ferme du Lot-et-Garonne, placé en liquidation judiciaire, a préféré ne pas assister à ces enchères publiques. C'est sa belle-fille qui signera la vente. On a galéré pendant 3 ans, les banques de banque en banque, Crédit Agricole, tout le bazar, et personne n'a voulu nous prêter. Donc on a été obligé de faire ça, parce qu'on était dans la panade. Votre beau-père, votre mari ne sont pas là? Non, non, ils sont pas là. Mon beau-père est parti parce qu'il ne supportait pas ça. Mon mari a trouvé un travail ailleurs. Il est parti. 500 francs 2 fois. Pas de regret. 3 fois adjugé. Plus d'1 million de francs de passifs pour cette exploitation de 15 hectares où l'on pratiquait la polyculture et l'élevage, avec du matériel plutôt vétuste. Le bétail, une vingtaine de vaches squelettiques, sera également vendu au plus offrant, dans un climat de plus en plus tendu. Faut pas déconner quand même. C'est pas de notre faute. De quoi? C'est un huissier ou un exécutant qui vient nous dire qu'il faut détacher les vaches parce qu'elles sont en train de crever. Mais oui. Hein? Non Oui, mais je veux oh, dire, où vous allez là? C'est pas de ma faute, Où vous allez là? 1000 francs une fois. La vente des vaches a finalement lieu, la plupart liquidées, entre 500 et 1200 francs. 1000 francs 3 fois adjugé. Allez, il y a un preneur à 1000, il est Il est plein. possible de la sortir de la vente aux enchères, celle-là? Et Il est possible de la sortir de la vente? il faut quoi? Ah non. Mais non, elle est sur l'inventaire, on peut la sortir. Hein. Alors, 1000 francs. 1000 francs, Désespoir de voir partir la plus belle vache avec un veau à naître pour à peine 2000 francs. Les 2 heures de vente rapporteront 40 000 francs. Les gens qui viennent acheter du matériel, je considère ça un peu, moi, comme des anthropophages. C'est les paysans qui se bouffent entre eux, quoi. Chaque année dans le Lot-et-Garonne, 300 exploitations disparaissent. 600 connaissent actuellement des difficultés sérieuses et risquent de voir leur avenir fortement hypothéqué. Jacques Chirac devrait recevoir vendredi à l'Elysée les éleveurs de bovins qui participent à la marche sur Paris. Hier soir à Auch, 200 à 300 producteurs de viande bovine ont à nouveau manifesté leur colère devant la préfecture du Gers en déversant une remorque de lisier et en enflammant une dizaine de pneus. Jacques Chirac et Alain Juppé entendent combattre la morosité. Lors du premier conseil des ministres de la rentrée, le président a en effet estimé qu'il convenait de se ressaisir. Et dans l'après-midi, Alain Juppé a réuni son gouvernement, et cela pour la 5e fois depuis son arrivée à Matignon. Jean-Baptiste Prédel. Il faut se mobiliser, leur a dit le président de la République. Alors les ministres ont remis la veste et se sont dirigés vers Matignon cet après-midi. Chacun son style, concentré ou faussement nonchalant. Et autour du Premier ministre, ils ont tenu séminaire. La rentrée s'annonce morose ou tendue, et pour Alain Juppé, c'est l'occasion de la mise au point. Et maintenant, nous sommes au boulot à nouveau. Et nous sommes au boulot dans l'esprit offensif auquel nous a appelé le président de la République ce matin. Il est vrai que nous avons beaucoup à faire. 3 heures plus tard, à la sortie, les ministres étaient plutôt silencieux. On leur a demandé de passer à la vitesse supérieure, pour l'emploi surtout, et certains filent la métaphore. Écoutez, moi j'ai fait du vélo cet été, et il y a des moments où ça monte, il faut pédaler un peu plus, mais on sait qu'après, on arrive un jour ou l'autre au sommet. Qu'est-ce que ça veut dire se mobiliser, M. Gaudin? Ça veut dire bouger et travailler. Voilà. Pas de doute, les ministres ont reçu leur consigne de rentrée. Ils ont été rappelés à l'optimisme, et cet après-midi, ils s'efforçaient de sourire. Selon un sondage CSA publié par le quotidien économique La Tribune des Fossés, plus de 3 Français sur 4 estiment probable prochainement des grèves comparables à celles de l'hiver dernier.
La morosité des Français, la combativité syndicale, on y reviendra dans un instant, des mauvais chiffres de l'emploi qui devraient être publiés vendredi, le nouvel accès de faiblesse du franc, mais aussi la reprise des attentats en Corse. L'avenir ne s'annonce décidément pas rose pour Alain Juppé, en direct de l'hôtel de Matignon, le commentaire de Jean-Michel Carpentier. Oui, Bruno, vous l'avez dit, cette journée tournait autour d'un constat. La France est au bord du découragement. Et d'ailleurs, il faut reconnaître qu'il est devenu rare de rencontrer des Français enthousiastes, confiants dans l'avenir et prêts à consommer. Alors, Jacques Chirac en est conscient puisqu'il a lancé ce matin un appel à se ressaisir. De son côté, Alain Juppé a rappelé que son gouvernement est au boulot, on l'a entendu. Mais le Premier ministre concède quand même, je le cite, que la situation de l'emploi va sans doute rester difficile dans les mois qui viennent, ce qui n'augure pas, vous l'avez dit, de bons chiffres du chômage pour demain ou après-demain. Et face à l'impatience mêlée de scepticisme des Français, eh bien, le gouvernement mise essentiellement et beaucoup sur la baisse des impôts qu'il prépare, qui s'appliquera dès l'année prochaine et qui devra effacer dans l'esprit des contribuables les nombreuses hausses de la fiscalité de ces dernières années. Pour résumer cette journée, on peut dire que le pouvoir estime que le plus dur est fait et qu'il lui faut maintenant en convaincre le pays ou au moins les milieux économiques dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Jean-Michel Carpentier. Devant ses ministres ce matin, Jacques Chirac a reconnu que la situation économique et sociale était difficile, même qualificatif, dans la bouche d'Alain Juppé pour évoquer l'évolution du chômage. Alors que la FEN appelle à une grève dans toute l'éducation nationale dans un mois, le secrétaire général de la CGT a à son tour pronostiqué une rentrée chaude. Ève Mété. Une entreprise comme ça qui tient le coup, qui fonctionne bien, qui a du travail. Pour nous, c'était pas envisageable. On n'y croyait pas du tout. Vous savez, 50 ans, pour retrouver du boulot 50 ans, c'est très dur. Hein. On est arrivé là, non. J'avoue que j'ai du mal. Avec les bénéfices que fait le groupe, on ne peut pas accepter les licenciements. Derrière les chiffres, la même angoisse ou la même colère. D'entreprise en entreprise, les plans sociaux s'enchaînent et se ressemblent. 3 65 000 chômeurs en France, selon les derniers chiffres du ministère du Travail, 100 000 de plus d'ici la fin de l'année. Le décor de cette rentrée 96 est planté, le scénario, lui, s'écrira dans les semaines qui viennent. Notre objectif vise, en nous appuyant sur ce qui se décide dans les entreprises, dans les branches et dans les secteurs, de travailler à ce que ces différentes luttes convergent en un puissant mouvement d'ensemble, et nous y parviendrons. Il y a tous les ingrédients qui étaient en fin 95 pour que ça éclate. Seulement, en 95, le 15 novembre, le Premier ministre a fait une déclaration qui a mis le feu aux poudres, qui a été le catalyseur. Là, je ne sais pas s'il y aura de catalyseur. Une manifestation nationale FO est prévue le 21 septembre. Les enseignants, touchés eux aussi par les réductions d'effectifs, annoncent une grève pour la fin du mois. Le gouvernement le sait, le climat social est sombre, avec des foyers qui couvent un peu partout. Les délégations de 126 pays et les associations représentées à Stockholm ont adopté cet après-midi une déclaration et un programme d'action contre l'exploitation sexuelle des enfants. Tous les délégués se sont engagés à renforcer la coopération entre les États et à durcir les législations concernant la répression de la pédophilie. En Belgique, une deuxième journée d'angoisse a commencé pour les parents de jeunes filles disparues dans ce pays après les nouveaux aveux de Marc Dutroux. Les fouilles organisées dans ces différentes résidences n'ont pour l'instant rien donné. Mathieu Huchet. Pour cet homme, encore une journée d'attente insupportable. Martin Carlin est le frère d'une jeune fille disparue il y a 1 an et demi. Depuis, plus aucune nouvelle. Quand il a appris que 5 cadavres pourraient être retrouvés dans cette propriété de Dutroux, il est venu immédiatement, persuadé que sa jeune sœur Sylvie est ici. Et les enquêteurs m'ont tellement bien reçu. Ils font un travail formidable d'ailleurs. Tout me donne à penser que ma sœur pourrait être ici. Sinon, je crois que je n'aurais pas franchi 2-3 barrages de police. Je n'aurais pas été accueilli par la personne qui est responsable de la cellule des disparitions. On a peur de vivre des moments atroces et en même temps, on se dit que le dénouement est proche. On va enfin savoir. À n'importe quel moment, il est donc prêt à venir pour identifier d'éventuels cadavres. Mais les fouilles n'ont rien donné aujourd'hui. La pluie torrentielle a rendu le travail des équipes particulièrement difficile, transformant la terre en véritable gadou. Sous le hangar, suite au passage des chiens et du radar, les enquêteurs ont creusé à 4 endroits. Seul un trou continue de les intéresser ce soir, suite au passage d'un spécialiste néerlandais.
C'est un officier de l'armée hollandaise qui a donc construit son expérience parce que son travail était de rechercher des corps encore de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme pendant toutes ces années, il a fait ce travail, il s'est construit vraiment cette réputation, cette expérience. Pour les gendarmes et les hommes de la protection civile, le travail est donc particulièrement pénible. Demain, les fouilles reprendront si la météo le permet. Et après le hangar et le jardin, c'est la maison, un vieux chalet délabré, qui devrait être passé au peigne fin. Les parents d'Anne Marshall, enlevés à Ostende il y a maintenant tout juste un an, vivent une attente de plus en plus insupportable. Cependant, comme vous allez le constater avec ce reportage d'Anne Mourgue et de Vincent Guérin, ce couple montre dans l'épreuve un calme, un sang-froid et une lucidité tout à fait remarquables. Vous êtes des parents courageux et dignes. Mon épouse et moi sommes en pensée avec vous. Tenez bon courage. Des lettres comme celle-ci, simples et émouvantes, les parents de Anne Marshall en reçoivent une centaine par jour. Ils les lisent toutes, par respect pour ceux qui les ont envoyées, pour passer le temps aussi. Depuis les terribles aveux de Marc Dutroux, ils ne quittent guère leur domicile, vivent, angoissés, dans l'attente de nouvelles de leur fille, disparue il y a un an. Des parents dignes, calmes. Depuis 2 jours pourtant, les journalistes ont pris d'assaut leur maison. Coupole satellite, caméra, ils guettent un mot, une réaction. Pour eux comme pour les amis, la porte de la maison est toujours ouverte. On a toujours été comme ça, pourquoi pas à ce moment. Je trouve que la presse fait son travail, doit faire son travail, alors pourquoi pas leur donner une tasse de café ou quelque chose, pourquoi pas. Depuis le début, Paul et Betty Marshall refusent d'écouter les rumeurs qui circulent sur leur fille. Pour les informer sur le déroulement de l'affaire, ils ne font confiance qu'à un homme, le procureur du roi. Ils sont en contact permanent avec lui. J'ai confiance au procureur. Il a promis que nous sommes les premiers qu'il avertit de tout ça quand il y a des nouvelles importantes ou quand on a trouvé notre fille. Derrière une apparente décontraction pour les parents de Anne Marshall, l'attente est devenue angoissante, parfois même insupportable. À tout moment, ils redoutent d'apprendre la terrible nouvelle. Malgré tout, ils gardent espoir, ils restent confiants. Cet après-midi encore, la mère de Anne Marshall nous a dit qu'elle ne croyait pas en les aveux de Marc Dutroux et qu'elle est persuadée, elle, que sa fille est toujours vivante. C'est un voyage au bout de l'horreur que vivent depuis maintenant 234 audiences les juges du tribunal de Mayence en Allemagne, appelés à juger 24 adultes membres de 2 familles accusés d'avoir violé et torturé leurs 16 enfants. Jérôme Catala. C'est la plus importante affaire de pédophilie jamais traitée par la justice allemande et sans doute la plus atroce. Ces 2 hommes ainsi qu'une vingtaine d'autres personnes sont en effet accusés d'avoir violé et torturé des enfants appartenant à leur propre famille. En tout, on leur reproche près de 200 crimes sexuels. Leurs victimes avaient entre 8 ans et 6 mois. Le procès dure depuis presque 2 ans et bute principalement sur l'absence de preuves, car les accusés clament leur innocence et parlent de manipulation. Tout ce que disent les enfants, ce sont d'autres personnes, des adultes qui leur ont dicté. De leur côté, les enfants, actuellement recueillis dans les locaux d'une association spécialisée, refusent de témoigner devant le tribunal, terrorisés. Or, ces témoignages sont bien entendu indispensables pour la justice, qui songe à faire modifier la loi pour permettre des témoignages enregistrés. On pourrait mettre les enfants dans une autre salle du tribunal et les faire témoigner devant seulement 1 ou 2 personnes. Ces témoignages enregistrés sur vidéo seraient ensuite diffusés dans la salle d'audience. Et peut-être ainsi les accusés qui ont entre 30 et 60 ans seront-ils enfin confondus après 2 années de procès. Peut-être cette affaire mêlant pédophilie et inceste permettra-t-elle de lutter plus efficacement contre les abus sexuels sur des enfants. L'énoncé des faits inspire le dégoût et l'écœurement, et pourtant il faut savoir que cette affaire est en quelque sorte exemplaire. Chaque année, la police criminelle recense entre 15 et 20 000 cas d'abus sexuels sur enfants en Allemagne. Beaucoup sont commis à l'intérieur même des familles. Le tribunal administratif de Paris a rejeté hier soir 16 recours en annulation d'arrêtés de reconduite à la frontière déposés par les avocats des Africains sans papier. Au total, 31 personnes sont expulsables et un Airbus de l'armée de l'air a décollé tout à l'heure de la base d'Évreux avec à son bord, semble-t-il, une quinzaine d'Africains en instance d'expulsion, dont 3 figureraient parmi les occupants de l'église Saint-Bernard. Ces Africains évacués vendredi matin de cette église parisienne appelaient à une manifestation de soutien en fin d'après-midi à Paris. Sur place, Valérie Fourniou, Joseph Bachty.
En tout début de cortège, avec les autres femmes de l'église Saint-Bernard, Serra Niakate, l'épouse de l'un des 3 Maliens qui doit être expulsé ce soir de la base militaire d'Évreux. Monsieur Juppé avait dit qu'il n'allait pas séparer les couples, alors pourquoi mon mari est expulsé ? Les autres sans-papiers sont là, dans le cortège, eux dont la situation juridique n'est pas réglée et leurs revendications sont les mêmes. Ils ont régularisé et des célibataires, des déboutés du droit d'asile et des familles. Et il reste des célibataires, des déboutés, des familles. Et on se pose la question à savoir pourquoi certains et pas d'autres. Mais les lois passoires sont inapplicables. D'ailleurs, le Conseil d'État l'a dit en filigrane. Aujourd'hui, on ne peut ni expulser, ni donner une carte à des gens qui sont parents d'enfants français. Actuellement, la manifestation se dirige vers Stalingrad. Le cortège doit passer près de l'église Saint-Bernard et les forces de l'ordre ont bouclé le quartier. Visiblement, les autorités ne tiennent pas à ce que les sans-papiers retournent à la case départ. On l'a dit, la situation juridique de ces Africains qui ont occupé l'église de Saint-Bernard reste assez confuse. Aujourd'hui, la grogne monte chez les policiers qui jugent cette intervention tout à fait disproportionnée par rapport aux résultats. Reportage Marie Burgot. 2 chiffres, 1500 policiers, 4 personnes qui ont été reconduites. 1500 policiers, 4 personnes. Ça vous montre le ridicule, que le ridicule ne tue pas dans ce pays. C'était lundi dernier. Les sans-papiers eux-mêmes parlaient de fiasco arithmétique. Aujourd'hui, les voilà relayés par ceux-là même qui les ont délogés, les policiers qui font eux aussi leur compte et en tirent leurs conclusions. Alors nous en voulons un peu un système qui finalement rend la police nationale procédure inopérante aux yeux de l'opinion publique. Parce que c'est ça aujourd'hui que le ressentent les fonctionnaires de police. Une opération qui a bien été menée au départ et puis qui se termine en cul-de-sac. À l'église Saint-Bernard, ils étaient 210. Aujourd'hui, pour 49 d'entre eux, le problème est réglé, ils seront régularisés. Restent donc 161 cas. Sur ces 161, 4 ont été expulsés. 11 sont en prison ou en rétention administrative. Les 146 autres sont donc aujourd'hui libres mais sans papier, certains d'entre eux faisant pourtant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. C'est au législateur à rédiger des lois pour qu'elles soient applicables pour nous, policiers. Alors, le résultat, il est vrai, est dommageable, mais c'est avant tout, je dirais, et je le répète, à ces législateurs de faire appliquer et de rédiger des lois pour que nous, policiers, nous puissions faire notre travail. Aujourd'hui, 22% des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement sont effectivement reconduits à la frontière. Un chiffre qui permet à certains policiers de juger inefficace en France la lutte contre l'immigration clandestine. Du jamais vu en Sicile où la fille et le neveu d'un chef de la mafia ont été abattus hier alors qu'ils se recueillaient dans un cimetière de Catane devant la tombe d'un mafioso lui-même exécuté l'an dernier. Une vendetta qui survient dans un étrange climat alors que les aveux entre guillemets d'un repenti de la mafia inquiètent l'Italie. Véronique Tavot. Comme chaque jour, elle venait déposer des fleurs sur la tombe de son mari, un membre présumé de la mafia, assassiné en novembre dernier. Une cible facile. Hier, un tueur attendait Santa Pulisi au cimetière de Catane. 4 balles, tirées presque à bout portant. La jeune femme de 22 ans est morte sur le coup. Quant au meurtrier, il a pu prendre la fuite, laissant derrière lui une autre victime, le cousin de Santa Pulisi. Il avait 14 ans. Règlement de compte entre clans de Cosa Nostra, ces 2 assassinats viennent rallonger la liste des victimes de la mafia en Sicile. 1500 personnes tuées en 15 ans. L'Italie, malade de la mafia, mais l'Italie aujourd'hui inquiète après l'annonce de révélation du chef de Cosa Nostra. Arrêté lors d'une vaste opération de police le 20 mai dernier, Giovanni Brusca, que la presse italienne a baptisé le sanguinaire, se dit aujourd'hui prêt à parler. Mais cette collaboration inattendue entre le chef de la mafia, l'un des responsables de l'assassinat du juge Falcone, et la justice inquiète. Elle pourrait s'inscrire dans une stratégie visant à déstabiliser l'État italien et ses institutions. Plus que des renseignements, les juges attendent désormais de véritables révélations de ce nouveau repenti. La situation est à nouveau très tendue au Proche-Orient après la décision du gouvernement israélien de relancer les colonisations juives en Cisjordanie. Pour Yasser Arafat, cette décision constitue, je cite, une déclaration de guerre à la nation palestinienne. Yasser Arafat qui a lancé un mot d'ordre de grève générale pour demain en Cisjordanie et à Gaza et qui a demandé aux Palestiniens de se rendre en masse vendredi pour prier à Jérusalem. Le Premier ministre israélien a immédiatement prévenu que son pays réagirait avec sévérité si les Palestiniens violaient les restrictions militaires.
À Chicago, aux États-Unis, suite de la convention démocrate, avec en vedette américaine, si j'ose dire, Hillary Clinton, qui s'est présentée en épouse dévouée. Sur place, Philippe Gassot. Hillary Clinton est bien celle que l'on attendait ici, de pied ferme. Ses supporters sont passés au-dessus des critiques qui touchent la première dame des États-Unis à propos de son rôle politique, de sa présence, de son engagement et peut-être aussi de son dynamisme. Eux, ils aiment et ils l'ont clamé. En ce moment, des parents se posent des questions sur la culture populaire qui glorifie le sexe, la violence, le tabac et l'alcool. Une culture qui enseigne aux enfants que les marques sur leurs vêtements sont plus importantes que la générosité du cœur. Après avoir insisté sur le rôle qui doit revenir à la famille, Hillary a plaidé la cause des jeunes mamans. 24 heures après l'accouchement, on dit trop souvent aux jeunes mères, levez-vous et partez. Ce n'est pas assez pour de nombreux enfants et pour de nombreuses mères. Elle demande 48 heures minimum. Pour ses supporters, l'Hillary nouvelle manière est arrivée. On voit qu'elle a subi des épreuves, elle les surmonte, ce n'est pas évident, parce que la presse américaine est particulièrement dure, méchante. C'est bien, c'est bien. J'aurais aimé qu'elle parle des problèmes de la femme et aussi de politique. Mais maintenant, elle ne parle que d'une seule chose. Il est vrai qu'elle n'est pas sortie des préoccupations sociales. On ne l'accusera donc pas cette fois d'en faire trop et de porter la culotte. Après l'énorme succès remporté par Hillary Clinton, la question que l'on se pose ici en souriant est de savoir si le président va pouvoir faire mieux à la fin de la convention. Le dicton du jour à la Saint-Augustin, fatal destin. Le divorce de Charles et Diana a été officiellement prononcé aujourd'hui à Londres, moins d'un mois après leur 15e anniversaire de mariage. Diana ne fait donc plus officiellement partie de la famille royale britannique, mais, consolation, le chèque de séparation est estimé à environ 120 millions de francs et elle pourrait recevoir une pension annuelle d'environ 9 millions de francs. Dorothée Oliéric. À l'heure où son divorce est prononcé, Diana visite le Ballet national d'Angleterre. Depuis quelques minutes, elle n'est plus Altesse royale, mais simple princesse de Galles. Aucun commentaire pour les journalistes, aucune larme. Diana est libre et elle a appris à cacher son chagrin. C'est très triste pour la princesse Diana, pour le prince Charles et pour les enfants, bien sûr. La fin d'un mariage, c'est toujours triste. L'histoire avait commencé comme un conte de fées en 1981. Une jeune épousée, timide, qui deviendra très vite plus populaire et plus photographiée que son époux. Puis viennent la discorde, les scandales, une maîtresse, des amants, le désamour. 15 ans d'une union orageuse qui a affaibli l'image de la royauté et fâché plus d'une fois la reine Elisabeth, au point qu'elle envisage une réforme drastique de la monarchie. À l'étude, égalité des sexes dans l'ordre de succession au trône, modification du financement de la couronne et séparation de l'Église et de l'État. Il faut dire que les Britanniques ne voient pas d'un bon œil un prince adultère et divorcé, chef de l'Église anglicane. Diana, elle, peut désormais choisir son destin. Derrière la princesse, il restera toujours un parfum de scandale, mais aussi un vent de modernité qui a soufflé irrémédiablement sur Buckingham Palace. En France, l'an dernier, 7 écoliers ont trouvé la mort dans un accident sur le trajet domicile-école. Des accidents qui ont également fait parmi les moins de 16 ans 236 blessés graves et plus de 1000 blessés légers. Après le département du Rhône, c'est celui de Seine-Saint-Denis qui est le plus dangereux. Reportage à Aulnay-sous-Bois, Olivier Caroff, Jean-Louis Boussert. Voici ce qu'un enfant de 5 ans peut voir lorsqu'il veut traverser la rue. Dans moins d'une semaine, des milliers d'élèves d'Aulnay-sous-Bois vont reprendre le chemin de l'école. Un chemin dangereux, mais balisé par des signes spécifiques. Panneaux adaptés, mascottes choisies par les enfants et dont les traces de pas peintes sur la chaussée permettent aux plus petits de repérer les dangers. Un aménagement attractif, mais qui ne règle pas tout. C'est parfois inquiétant parce que les gens roulent très vite, certains même se garent sur les aménagements qui sont théoriquement prévus pour que les piétons passent et parfois ça peut être dangereux, les enfants peuvent passer sans que les voitures les voient arriver, ça c'est certain. La hantise de l'accident devant l'école, dans cet autre établissement, on la connaît bien. Il y a 6 mois, un élève a été tué par une voiture en revenant chez lui. Pour cette rentrée des classes, le carrefour a dû être entièrement refait.
Rond-point pour réduire la vitesse des véhicules, grand bac à fleurs et barrières pour empêcher les élèves de traverser n'importe où. À partir de mardi prochain, 4000 enfants et 2000 voitures se croiseront chaque jour à cet endroit. Un casse-tête pour les spécialistes qui ont décidé de prendre le problème autrement. Je crois qu'il ne faut pas penser que voilà le circuit qu'on donne à un enfant. Je crois qu'il faut que l'on voit, on laisse faire l'enfant et on cherche le circuit que lui va faire. Mais tous savent qu'aucun aménagement ne garantit une sécurité absolue. C'est avant tout des parents que l'exemple doit venir. Décidément, les poinçonneurs du métro, chers à Serge Gainsbourg, sont morts et bien morts. Dans 2 ans, la carte orange sera en effet remplacée par un petit boîtier noir de télépéage de la taille d'une carte de crédit, baptisée Passe sans contact. Reportage Caroline Marie, Philippe Jasselin. Des puces dans les poches de chaque voyageur, c'est l'objectif de la RATP pour 1998. Rassurez-vous, il s'agit de puces électroniques baptisées Passe sans contact. Déjà 8000 agents de la RATP sont équipés du petit boîtier. Ils déposent une somme débitée en fonction des trajets, une commodité pour les voyageurs. C'est surtout l'aspect porte-monnaie électronique, en plus de l'abonnement carte orange. Parce que on pourra peut-être dans le futur acheter le journal avec dans le métro, un croissant, et puis pourquoi pas des bonbons. Pour l'instant, ce n'est encore qu'une expérience. Au total, 55 stations de métro et de RER sont équipées de bornes électroniques. Il y a aussi une ligne de bus. Les péages actuels que vous avez dans le métro ont été installés au début des années 70. Ils ont donc à peu près 25 ans maintenant. C'est l'électromécanique et il est temps de les renouveler parce qu'ils sont anciens et qu'ils deviennent coûteux à entretenir et que donc il faut renouveler. Donc on cherche des techniques plus modernes, plus souples et moins coûteuses. Fini donc les tickets en carton. Dès le début de l'année prochaine, les voyageurs seront invités à participer à l'expérience. Il leur appartiendra alors de juger s'il y a progrès. Quand le fantôme du Titanic remonte à la surface, les techniciens français de l'Ifremer travaillent actuellement depuis le début du mois au renflouement d'une partie du Titanic 84 ans après le naufrage de ce navire au large de Saint-Jean de Terre-Neuve. Une opération d'un coût d'environ 25 millions de francs. Jean-Claude Alanic. Objets figés au fond de la mer, tôles tordues et rouillées, dérisoire témoin d'un luxe désormais enfoui par 4000 mètres de fond au large de Terre-Neuve. Une nouvelle fois, l'épave du Titanic réveille nos fantasmes et les convoitises. Cette fois-ci, c'est une croisière qui a été organisée sur les lieux du naufrage pour assister à la remontée d'une nouvelle partie de l'épave. Et parmi les invités, 2 rescapés de la tragédie. À l'époque, cette Américaine avait 16 ans. Son père a disparu dans le naufrage, comme celui de Michel Navratil, un Niçois qui, lui, avait 3 ans. Je suis venu déjà beaucoup de fois à New York depuis mon naufrage sur le Titanic, n'est-ce pas? Et jamais ça n'a quitté ma pensée, ça s'est enrichi toute ma vie. C'était un bateau merveilleux, vraiment le plus beau qui ait jamais existé. Un paquebot merveilleux pourtant dépecé peu à peu depuis 10 ans. Aujourd'hui, il s'agissait de récupérer la paroi de 2 cabines de première classe, une masse de 20 tonnes qu'il a fallu d'abord extraire de la boue. Pour mener à bien cette opération délicate, les Américains ont fait appel aux spécialistes français de l'Institut de recherche de la mer, l'Ifremer. Avec l'aide du sous-marin Nautile, 9 baudruches géantes ont été accrochées ce matin au morceau de l'épave. Remplis de gazole, plus léger que l'eau de mer, les baudruches devront faire remonter peu à peu la paroi du Titanic à la surface, si tout va bien. Le renflouement devrait coûter 25 millions de francs et en rapporter encore davantage. Mais pour les rescapés du Titanic présents sur les lieux, ce sera avant tout un grand moment d'émotion. Dans la solitaire à la voile du Figaro, les 38 concurrents encore en course sont passés aujourd'hui, pour la plupart, pour les premiers, sous le pont de l'île de Ré, cap vers le port du Crouesty en Arzon, terme de la 4e et dernière étape cette nuit. C'est Franck Camas qui a franchi le premier tôt ce matin, ce passage redouté des marins en raison du fort coefficient de marée. Jean Le Cam, premier au classement général, est placé sous le pont en 5e position, arrivé donc en principe cette nuit. Elle a 18 ans, elle est belle, elle a du talent, ce qui n'est pas forcément incompatible. Elle est pianiste, elle compose et écrit elle-même ses textes. Elle s'appelle Fiona Apple et vient de sortir son premier album. En découvrant l'Apple, Bruno Ledreff a failli tomber dans la pomme. Elle a le regard d'une petite fille,
mais on la maquille comme une star. 18 ans, 1m60, Fiona Apple est la nouvelle voix de la chanson américaine. Tidal, son premier album, est en tête des hit parades. On se bouscule pour l'interviewer. Tout ça, c'est drôle. En vous attendant, je me disais, mais il y a tous ces gens qui sont là, pourquoi viennent-ils me voir? Pour ça. Once my lover, now my friend. What a cruel thing to pretend. What a cunning way to condescend. Once my lover, and now my friend. Dès l'âge de 11 ans, elle écrit, compose et chante. L'an dernier, elle enregistre une cassette qui arrive par hasard sur le bureau d'un producteur. Un jour, la babysitter de mes enfants m'a apporté une cassette. Je l'ai écoutée et j'ai dit, je veux la voir maintenant, tout de suite. Tout ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. On pourrait penser que l'art, c'est une question d'opinion. Mais personne ne peut dire si une chanson est bonne ou mauvaise. En fait, si c'est fait honnêtement, si cela exprime vraiment mes sentiments, personne ne pourra dire que ce n'est pas bien, que c'est mal. Ce que je voudrais être, je voudrais être une voix, quelqu'un qu'on écoute. Voilà, et pour achever de casser le moral de toutes celles et ceux qui ont repris le travail ces jours-ci, ce reportage de Yasmina Farber et Éric Georgiou à Saint-Tropez, charmante bourgade du Var, dont les 5600 habitants voient déferler chaque été des centaines de milliers de vacanciers. Des vacanciers à la recherche de luxe et surtout de frimes, et cela avec l'étroite complicité des patrons des endroits branchés. Souvenez-vous, c'était il y a un an, la fête à Saint-Tropez sur la plage, un grand classique, indémodable. La bande-son a un peu changé, le tube de l'été rythme le parcours des bronzés branchés. L'itinéraire passe forcément par cette plage de Pamplonne, une discothèque sur le sable où les vacances sont avant tout festives. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait la fête. Vous n'avez pas envie de faire la fête? Tout le monde a envie de la faire, la fête. Non, non, nous ça va, merci, mais nous allons continuer notre observation. La Voile Rouge a 27 ans, c'est l'escale des yachts qui sont garés un peu plus loin, là-bas derrière. Une plage où l'exhibitionnisme est un critère de bonne compagnie. Les meilleures places se trouvent près du bar, là au moins on est sûr d'être vu. Et puis pourquoi ne pas se prendre pour Ophélie Winter ou Madonna, un royaume de l'extravagance qui joue avec les caméras mais qui ne les aime pas. En fait, les médias, vous n'êtes pas la vraie vie, vous êtes la fausse extravagance. Et puis il y a des lieux, des endroits que les gens recherchent où il y a une vérité. Et ça c'est la vérité. Après avoir enfin découvert la vérité de jour, nous sommes partis à la recherche d'une vérité nocturne, sélective. Les drogués, les dealers, les voyous, les traînes savates, c'est pas pour moi, je déteste. J'aime les jolies filles sympathiques, les gens bien, les bourgeois, les gens qui apportent quelque chose à mon ambiance. Ouf, grâce à la caméra, nous avons pu nous faufiler dans l'ambiance des caves du roi. Bonsoir, bonsoir. Entre 800 et 1000 personnes hantent ce haut lieu tropézien tous les soirs. Une boîte indémodable. Jacqueline Vessière a créé l'endroit il y a 30 ans et ça marche. La recette du succès, un carré mythique, là où il faut être. Ce carré, il veut dire, j'essaie d'y rassembler les gens qui coïncident, qui se ressemblent, qui ont la même vue sur les choses de la nuit. Ce ne sont ni les très jeunes, les jeunes de 20 ans ont leur carré à eux, qui est un peu plus loin. Je
Je vais vous le montrer. Des histoires de carré et de VIP, les branchés vous souhaitent une bonne nuit. L'histoire d'amour entre Saint-Tropez et le Stras est loin d'être terminée. Fini les vacances, la rentrée sur la télévision de service public. Le président de France Télévisions, Xavier Gouillou-Beauchamp, a présenté aujourd'hui avec la nouvelle équipe de direction une grille de transition pour France 2 et une grille de continuité pour France 3. Précision, Patricia Charnelet. Priorité aux nouvelles fictions. Vous verrez dès cette rentrée un feuilleton dans un grand vent de fleurs. Effort accru également pour les documentaires, plus d'1 heure leur est consacrée le dimanche soir. Les divertissements, c'est toujours le cinéma et le retour du Ciné-Club le vendredi, animé par Frédéric Mitterrand. Je vais essayer de montrer des cinématographies qu'on ne voit pas beaucoup. Je vais aussi essayer de montrer que le cinéma accompagne chacun des instants de notre siècle, parce qu'on se rapproche de l'an 2000, et finalement l'histoire du siècle et l'histoire du cinéma se retrouvent à peu près. Divertissement encore avec les samedis soirs de Michel Drucker, les rendez-vous de Patrick Sébastien ou le Taratata nouvelle formule d'Alexandra Kazan. Vous retrouverez aussi les vedettes des magazines de France 2 comme Bernard Pivot et son bouillon de culture et Jean-Luc Delarue pour Ça se discute et déjà dimanche. La rentrée sera aussi celle de la jeunesse avec l'arrivée de Donkey Kong, le héros virtuel du jeu vidéo. Enfin, une nouveauté pour l'information avec les rendez-vous de la rédaction le lundi en deuxième partie de soirée, animés tour à tour par Arlette Chabot, Claude Sérillon et Benoît Duquesne. Des débats et des grands directs pour mieux comprendre l'actualité et le monde. Pour France 2, c'est la culture de sa vocation particulière, exemplaire en matière d'information, sa vocation pour un divertissement de qualité et de son rôle en matière de création. D'autres programmes naîtront l'année prochaine avec l'objectif fixé pour fin 1997, recueillir 25% d'audience. Mon président ayant promis ce matin un gros effort de nos chaînes sur la ponctualité des programmes, je vais m'empresser de vous souhaiter une excellente soirée, à l'écoute bien sûr de nos programmes, non sans vous avoir souhaité une bonne fête aux Augustins et un bon anniversaire à Mats Wilander et à Philippe Léotard, qui présentera entre parenthèses désormais certains documentaires sur France 2. Dans un instant donc, Baloche, un très très joli téléfilm, à l'occasion d'une virée tendre et drôle dans le petit monde des bals populaires. Dernier journal vers minuit 10 en compagnie de Florence Daucher. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Demain à 13 h, le grand retour de Patrick Chêne. Excellente soirée, merci. Permettez-moi de